Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a des concepts comme ça qui sur le papier peuvent sembler excellents, mais qui, lorsqu'ils sont transposés dans le monde réel, semblent voués à l'échec. Par exemple, fusionner un smartphone ou un téléphone portable avec une manette. Nokia s'y est cassé les dents avec le N-Gage en 2003, ensuite ça a été le tour de Sony de se prendre une gifle avec le Xperia Play en 2011, et puis ensuite, il y a eu deux constructeurs chinois qui ont plus ou moins pris le relais, JXD avec notamment la 5800 qu'on a testé sur cette chaîne il y a quelques années, et qui était déjà à l'époque envoyé par Belchine, qui m'a envoyé celui-ci aussi, et que je remercie chaleureusement. Et puis donc il y avait eu Much. Et Much aujourd'hui semble être à peu près le seul constructeur qui continue à persévérer dans cette voie du smartphone avec manette de jeu intégrée. Aujourd'hui on va tester leur tout dernier modèle, le Mochi, oui parce qu'ils ont changé de nom, entre temps Much est devenu Mochi avec un Q. Le Mochi i7S, c'est un smartphone moderne sorti cette année en 2019 avec une fiche technique moderne aussi à base de Snapdragon 710 et si je ne dis pas de bêtises de Adreno 550, donc quelque chose qui devrait quand même pas trop mal tenir la route, le tout à un prix plutôt raisonnable. Est-ce que désormais le concept va fonctionner ou bien est-il toujours voué à l'échec? C'est parti pour le test. Cette i7S est incontestablement l'un des appareils que j'avais le plus envie de tester sur la chaîne cette année, avec bien sûr la GPD Win 2. Et les deux m'ont été envoyés par le site Belchine, qui a vraiment une super chouette sélection d'objets. Autant la GPD Win 2, j'en ai payé la moitié parce que j'avais vraiment très envie de la posséder, c'était quelque chose qui m'attirait. Autant la i7S, c'était beaucoup plus la curiosité et l'envie de vous la présenter sur la chaîne. Le produit vient dans un grand emballage noir, presque entièrement noir, avec ce petit logo d'escargot brillant, puisque le nom complet du produit c'est la Snail i7S. C'est rigolo d'utiliser un animal lent pour un appareil gamer, alors qu'en général, on essaye plutôt de mettre des appareils avec des noms qui évoquent la vitesse, vous voyez, je sais pas moi, Jaguar, Panthère, machin, des trucs comme ça, quoi. Bon, bah là, voilà, escargot. Mais j'aime bien ce genre de petits contre-pieds, moi, ça me fait toujours rigoler. Alors attention, ceci est une unité de test, c'est pour ça que j'ai eu ce petit machin de glisser dans le carton, hein, un adaptateur Europe-Asie. Moi j'ai le chargeur Asie, mais si vous achetez l'objet chez Belchine, il vous sera livré directement avec le chargeur européen. Normalement, ça devrait être la seule différence dans ce packaging entre mon appareil et celui que vous recevrez. Ça, et puis évidemment le fait que le mien n'est pas tout neuf, il est passé entre les mains d'autres testeurs avant, alors qu'évidemment vous recevrez un objet neuf, donc avec peut-être des films de protection, des choses comme ça, qui ne sont plus sur le mien. D'ailleurs, il y a eu un petit accroc pendant le transport sur la boîte ici, le carton d'expédition avait pris un coup. Voilà, donc on va tout de suite procéder au déboîtage. Bon, ça se démoule, hein, comme n'importe quel smartphone un tant soit peu moderne. Hop, on tombe tout de suite sur le produit. Alors, il y avait un film de protection d'ailleurs, mais il était plein de poussière, donc je l'ai retiré pour que vous puissiez voir le produit dans toute sa gloire et toute sa puissance. Il est magnifique, hein, c'est vrai qu'on tombe tout de suite dessus et il est très beau. Hop, alors pour le moment, il est tout léger, mais vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Ici, on a une chouette petite notice en accordéon avec des photos couleurs qui est plutôt bien faite, qui est tout en anglais mais qui est assez claire. On a des QR codes pour les différents réseaux sociaux de l'entreprise, donc si vous avez un problème, vous pourrez les contacter très facilement. On a la grosse power brick asiatique, donc pour moi, mais vous aurez celle européenne. C'est un chargeur Quick Charge. Il est capable d'envoyer jusqu'à 12 volts à 1,5 ampères. Donc c'est quand même pas mal. Bon, c'est sûr que l'objet est quand même vendu à un certain prix, mais quand on voit qu'un objet vendu 2 fois plus cher chez Apple est livré avec un chargeur 5 watts, ça me fait doucement rigoler. La batterie, oui, en 2019, un smartphone, bon un peu spécial certes, mais un smartphone quand même, propose une batterie amovible. C'est pour ça qu'il était tout léger l'appareil. Parce que la batterie, elle, forcément, elle fait du poids. Hein. 6000 mAh la bébête. Ça, c'est quand même de la batterie bien balèze. Hein. Et vous verrez que ça se vérifie quand on va tester l'autonomie tout à l'heure. Et puis, il y a le câble de recharge qui est, bonne surprise, de l'USB type C. Voilà. Donc, pour le moment, en termes de packaging, même si bon, il n'y a pas de kit main libre, c'est plutôt pas mal quand même. Alors le choix fait ici par Mochi est très clair, on est sur quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une console de jeu qu'à un smartphone. Ils avaient pris
le parti de faire l'inverse avec le Mutch G5 qu'on avait testé sur cette chaîne et qui ressemblait vraiment beaucoup plus à un smartphone. Là, le côté smartphone est présent toujours, c'est un smartphone que j'ai entre les mains, mais c'est un smartphone qui ressemble à une console de jeu. Si vous téléphonez avec, vous aurez l'air un petit peu d'un extraterrestre, on va pas se mentir. Sinon, à part ça, c'est un superbe appareil avec 2 sticks analogiques. C'est pas évident de les filmer tant l'appareil est monolithique noir. Il y a peu de choses qui ressortent. Le design est assez sobre. On a donc 2 sticks analogiques qui ne sont pas cliquables et qui ressemblent beaucoup à ceux de la PS Vita, même si ce ne sont pas les mêmes, attention. On a une croix directionnelle avec des micro-switches, comme sur la PS Vita d'ailleurs, ou sur la Game Boy Advance SP. Les boutons ici sont également à micro-switch, donc c'est très agréable au toucher en tout cas. Les contrôles continuent sur la tranche supérieure avec des boutons L et R, mais pas de boutons L2 et R2. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que forcément, pour tout ce qui est émulateur de PlayStation et tout ce qui va suivre ensuite derrière, on risque d'être un petit peu enquiquiné. À part ça, on a un bouton Power et un volume rocker pour régler le volume sonore. Volume sonore qui d'ailleurs se règle en plus ici à gauche et moins à droite. Donc quand on le tient en mode smartphone, c'est logique d'avoir le plus en haut. Quand on le tient en mode console, on aurait plutôt vu le plus à droite. Et comme ce truc a été conçu plutôt comme une console que comme un smartphone, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis les boutons de volume dans cet ordre-là. Enfin bon, c'est un détail, on s'habitue quand même assez vite. À l'arrière, on a un appareil photo, je crois, de 5 mégapixels avec flash, me semble-t-il. On fera un essai évidemment de la caméra. 2 haut-parleurs stéréo qui sont un peu... C'est un peu dommage de les avoir foutus derrière, je trouve, d'autant plus qu'ils sont quand même assez puissants. J'aurais préféré, moi, évidemment, les avoir devant, mais bon, c'était peut-être une limitation technique de l'appareil, je ne sais pas. Sur le dessous, la prise de recharge en USB type C donc, et une prise jack pour brancher un casque. C'est une prise qui a tendance à disparaître. Ça fait toujours plaisir de la retrouver, évidemment. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur l'appareil. Il est essentiellement en plastique, mais il est très agréable au toucher, et franchement, même si c'est du plastique, il y a un petit côté premium qui sort de cet appareil. L'ensemble de la coque arrière se retire pour dévoiler l'emplacement pour la batterie bien sûr, mais aussi l'emplacement de 2 cartes SIM, toutes les 2 compatibles 4G, et d'un emplacement micro SD ici, qui sera indispensable entre autres pour mettre vos jeux et vos ROM d'émulateur. Donc c'est bien. On a déjà de base 64 Go de stockage, donc c'est confortable, très confortable même. Mais vous pourrez tranquillement mettre toutes vos ROM sur une carte SD pour plus de praticité. Mochi a vraiment pensé à tout. Et donc la batterie, la grosse batterie, vient prendre place dans son petit emplacement comme ceci. Voilà. Sachant que Mochi vend des batteries séparément, vous pouvez vous en acheter une deuxième et avoir toujours une batterie chargée sur vous pour doubler l'autonomie de votre smartphone, ce qui est quelque chose qui, hélas, se perd de nos jours. Même si, bon, on peut toujours utiliser les batteries externes, mais c'est quand même pas la même chose. Alors évidemment, vous vous en doutez, avec tous ces petits ajouts, la i7S est beaucoup plus massive que n'importe quel smartphone du marché. Mon Galaxy S8, qui est en plus pas un téléphone très grand, a l'air d'être lilliputien à côté. Mais évidemment, en main, c'est la i7S qui aura l'air, au contraire, d'être gargantuesque. Mais évidemment, si on commence à la rapprocher à des produits plus similaires, comme par exemple une PS Vita, tout premier modèle, la différence est déjà moins flagrante, même si elle est quand même à l'avantage de la PS Vita ici, qui est un petit peu moins haute, mais qui en revanche est plus épaisse que la i7S. Et puis si je le compare carrément avec un produit similaire, donc la JXD S5800, qui elle aussi est un smartphone qui fait console de jeu, là franchement l'écart a presque totalement disparu, les deux produits font quasiment la même taille, et en plus la i7S est plus fine, et son écran fait 1 pouce de plus. Donc, pour un produit avec un écran plus grand et des technologies plus récentes, on a malgré tout un gabarit plus petit que la 5008 de JXD. Mais bon, on va pas se mentir, ça reste quand même très gros pour être un smartphone. La i7S tourne sous Android 8.1 avec un launcher maison qui est une version un petit peu traficotée du Launcher 3 qu'on trouve sur beaucoup de smartphones chinois. Mais ce que je n'aime pas du tout avec ce launcher, c'est que, en dépit de son apparence et de son look Android pur, il n'a pas de drawer d'application, il n'a pas de tiroir d'appli. Donc ça devient un
bordel sans nom très vite, d'autant plus qu'on est quand même sur un appareil qui va essentiellement s'utiliser en mode paysage, donc je ne l'ai vraiment pas trouvé génial du tout leur launcher. J'ai installé pour ma part Nova Launcher, qui est vraiment le launcher Android que je vous recommande d'acheter, parce que comme ça, quels que soient vos smartphones, vous retrouverez tout le temps la même interface. C'est quand même vachement plus sympa comme ça. Et puis en plus, vous voyez, il y a de la puissance, donc vous pouvez vous amuser à mettre des petits fonds d'écran dynamiques comme ça, hyper fluide, aucun problème. La puce graphique de ce téléphone est très à l'aise. Si vous craignez pour l'autonomie, en mettant des petits machins comme ça, soyez rassurés, elle est monstrueuse. La fluidité dans l'interface est absolument magique. C'est magistral. Donc évidemment, vous voyez, j'ai installé plein d'émulateurs pour faire des tests. Hein. Et bah écoutez, on va commencer par un petit Geekbench. 1797 en single core, 5762 en multicore. C'est très bien, hein, c'est entre le Galaxy S7 et le S8, je dirais. Mais forcément, ça n'est pas dernier cri non plus, parce que, bah, pour des raisons évidentes de coût, ils ne nous ont pas mis un Snapdragon 800 quelque chose, mais un 710. Et forcément, ça se ressent un petit peu sur les benchmarks. Par contre, vu que la puce graphique est excellente, ça ne se ressentira presque pas, vous le verrez sur les jeux. Donc je pense que c'est un bon choix qu'a fait Mochi pour ce Proco, qui est certes pas dernier cri, mais qui est amplement suffisant et qui permet de vendre l'appareil complet avec son écran géant et tout pour moins de 400 €. Évidemment, si ce truc avait coûté beaucoup plus cher, je pense qu'il aurait été aussi beaucoup moins attrayant. La batterie de son côté affiche un score impressionnant, 9612, mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir combien de temps ça a duré screen on, hein, j'insiste bien, avec une charge Proco qui, même à 1% de batterie, était encore à 80%. On est à 16 heures et 14 minutes. C'est juste spectaculaire. 16h15 pour un machin comme ça, et avec une luminosité d'écran qui était réglée à 60%, c'est génial. Vous allez pouvoir jouer à vos jeux préférés pendant longtemps, et ça fait plaisir. Alors évidemment, attention, hein, quand vous jouerez, peut-être que vous aurez un peu moins, parce que le Proco sera peut-être à 90 ou 95%, mais là, en testant à 79%, donc quasiment à 80%, je pense qu'on peut dire que vous aurez facilement une quinzaine d'heures, et ça, c'est quand même énorme. Allons-y pour le test de la puce GPS. On a un fixe très rapidement. Et en plus, on a une boussole fonctionnelle. C'était assez inattendu d'avoir la boussole fonctionnelle dans cet appareil, mais ils y ont pensé. Et ça fait toujours plaisir. Ça veut dire qu'en mode piéton, vous avez un GPS efficace. Et en plus, comme le fixe est rapide, vous avez un GPS efficace aussi en mode voiture. Avec un beau grand écran comme ça, c'est un plus appréciable. Décidément, ça n'est pas sur les capteurs que le Mochi i7S va nous décevoir, puisque en plus donc du magnétomètre pour la boussole, on a le capteur de luminosité ambiante pour adapter la luminosité de l'écran et préserver la batterie, et on a un gyroscope, donc on a tous les capteurs qu'on s'attend à trouver sur un smartphone moderne, et ça c'est bien. La première déception du Mochi i7S, ce sera sur l'appareil photo, qui est franchement médiocre, on va pas se mentir. Sur les photos extérieures, c'est trop contrasté. Là, le ciel est trop clair et le paysage est trop sombre. En intérieur, ça peut aller, on va dire, mais c'est quand même un petit peu sombre. Et puis, alors, si on met le flash pour contrer le côté sombre, alors là, la colorimétrie part complètement à Babelwed et ça nous sort des photos verdâtres. Alors, peut-être parce que mon fond là est vert, mais enfin, si j'avais un fond rouge, ça m'aurait sorti quoi? Des photos rougeâtres? De toute façon, ça ne va pas. Donc l'appareil photo là-dessus, on va dire qu'il peut dépanner, mais c'est tout. Hein. Vous ne ferez pas de belles photos avec un appareil comme ça. Dommage. La lecture d'une vidéo en 4K, ici 30 fps, se passe sans aucun accroc. Pas de drop de framerate et c'est parfaitement fluide. Le Proco et le GPU sont largement assez puissants pour bien s'occuper du décodage d'une telle vidéo. C'est fluide et en plus le son est très propre et très puissant. Là je suis qu'à la moitié. Regardez. Le son est de qualité et il est performant, mais évidemment, comme les haut-parleurs sont à l'arrière du téléphone, ça n'est pas aussi propre qu'on aurait pu le souhaiter. Ils auraient pu mettre peut-être les haut-parleurs ici dans le bas, ils ont eu peur qu'on les couvre avec nos doigts en jouant, je ne sais pas.
Mais on sent bien que les haut-parleurs sont à l'arrière, c'est un peu frustrant quand même. Surtout que le son était de qualité, c'est dommage. Et si j'essaye de lire de la 60 fps, alors c'est un petit peu plus la loterie, mais arrivé d'avoir des frises. Mais globalement, ça a l'air de quand même plutôt pas trop mal marcher aussi, hein. On a un processeur qui tient la route et qui permettra de lire plein de formats vidéo sans avoir trop de problèmes. La connectivité sur cet appareil est vraiment excellente puisque, outre la 4G LTE, cet appareil prend aussi en charge le Wi-Fi à 5 GHz. Du coup, le Wi-Fi peut dépasser des valeurs de 300 MB en 5 GHz, avoisiner les 100 MB en 2.4, et en 4G LTE, on est aux alentours des 30 mégas, donc des valeurs qui sont vraiment excellentes, hein, dignes d'un très bon smartphone. Et si vous avez envie de surfer sur le web, sur le grand écran 6 pouces de ce téléphone, slash console de jeu, vous pourrez le faire dans d'excellentes conditions. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, on va attaquer les choses sérieuses et on va parler des jeux. Donc bien sûr, la première chose que vous pourrez faire avec cet appareil, c'est lancer la multitude de jeux disponibles sur le catalogue Android. Tout fonctionnera, y compris les petits jeux. Là, vous voyez, j'ai mis Doodle Jump, Flappy Bird ou Fruit Ninja. Ça fonctionnera sans aucun problème, bien sûr. Y compris les jeux qui nécessitent de se jouer en mode portrait, puisque c'est parfaitement compatible, évidemment. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer les performances en jeu. Alors, on va tout de suite lancer Oddworld, parce que c'est celui qui, je pense, a besoin du plus de puissance. Mais la puissance ne fera pas tout. Ce qu'il va falloir aussi tester en testant ce jeu, c'est la compatibilité avec les contrôles. Parce que c'est quand même bien pour ça, essentiellement, qu'on va acheter ce téléphone. Et c'est là que vous allez voir que j'ai eu quelques petites frustrations, personnellement. Enfin, je vais vous expliquer ça en jeu. Allons-y. Donc, hop, jouer. Alors, pour ceux que ça intéresse, oui, pardon. Les performances, réglages, on va aller dans graphisme. Les performances, bah, c'est pas compliqué, vous voyez. J'ai mis la résolution à fond et j'ai activé tous les effets. Donc, inutile de vous dire que j'en attends pas moins de cet appareil que de me proposer les graphismes à fond. Donc, allons-y. Hop. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai déjà fait le test hors caméra, je peux vous spoiler, hein. C'est excellent, c'est parfaitement fluide. Ça le serait peut-être encore plus en désactivant 2 ou 3 effets, mais regardez ça. On est déjà largement à du 30 fps. Donc, ouais, c'est bien, hein. Aucun problème à ce niveau-là. Hop. Je peux jouer dans de très bonnes conditions. Hop, quand j'appuie sur les boutons, c'est bien reconnu. Donc, comme ça, de prime abord, aïe, tout se passe bien. Voilà, je me souviens plus des touches, excusez-moi, hein. Donc, comme ça, de prime abord, au début, quand on commence à jouer, bah, on se dit que tout va bien et que ça va être super. Mais il y a un mais. Si je veux... alors, je crois que c'est avec cette touche-là, voilà. Avec la touche L, je peux marcher tout doucement dans ce jeu-là. Et avec la touche R, je peux jeter des trucs. Vous voyez, je peux jeter des trucs. Hop, j'appuie sur la touche R, il jette un truc. Mais par contre, pour faire une incantation, vous savez, dans ce jeu-là, on peut faire une incantation pour prendre le contrôle des personnages. Normalement, il faut appuyer sur L2 et R2 en même temps. Et là, L2 et R2, on les a pas. Donc quand j'appuie sur ces deux boutons-là en même temps, ça marche pas, il se passe rien. Et je n'ai aucun moyen de contourner ce problème. J'ai essayé des combinaisons de touches diverses, il n'y en a aucune qui marche. Et c'est dommage parce que du coup, bah, un jeu comme Oddworld n'est pas jouable sur cette machine, alors que c'est un jeu qui reconnaît les contrôles hardware. Ne pas avoir mis L2 et R2, c'est vraiment un des gros problèmes de cet appareil. C'est couillon parce que je vous dis, le jeu tourne super bien et c'est d'autant plus frustrant. Donc là, vraiment, grosse déception. Voilà. J'ai rien à ajouter. Alors je vous rassure, hein, Oddworld reste quand même une exception dans le monde d'Android, puisque vraiment très peu finalement de jeux ont besoin de L2 et R2. Par exemple ici je joue à The Cave, et les contrôles sont tous fonctionnels, il ne manque absolument aucun bouton, et ce sera le cas pour 95% des jeux Android. Mais bon, pour les 5% de jeux qui ont besoin de L2 et R2, eh ben on les aura pas. Et ça, c'est quand même couillon. Ce qui est d'autant plus couillon que, par exemple, ils ont pensé à mettre un select et un start tactile. Vous voyez, ici, ce sont des boutons tactiles. En dehors de l'écran, ça c'était une bonne idée. Pourquoi pas avoir fait la même chose pour L2 et R2? C'était toujours mieux que rien. Bon, heureusement que peu de jeux sont concernés, mais bon, ça sera un problème pour certains jeux, et aussi bien sûr pour des émulateurs.
Allez, jouons un peu à la Super Nintendo. Alors, vous remarquerez qu'on peut utiliser et le stick et la croix directionnelle sur la plupart des émulateurs. Et ça, c'est quand même une bonne chose parce que la croix directionnelle, je trouve qu'elle est trop sensible, moi, personnellement, et qu'on a tendance à faire des faux inputs dessus. Certains aimeront, je pense, une croix directionnelle très sensible, mais moi, je trouve que, ouais, ça marche, hein, vous voyez, hein, je peux m'en servir, mais les micro-switch sont peut-être trop proches les uns des autres, je sais pas, ou... Je sais pas exactement ce qui me gêne, moi, mais il y a un truc qui me gêne avec la croix directionnelle. Je préfère utiliser les sticks. Elle est pas mauvaise en soi, hein, je vous dis, elle est très similaire à celle d'une PS Vita, mais elle est un peu peut-être trop étriquée, je sais pas. À part ça, rien à signaler, hein, la Super Nintendo, 60 FPS constant, quels que soient les jeux, même avec du mode 7, comme ici Super Mario Kart. Je joue étonnamment bien dans la mesure où je suis en train de filmer en même temps, je trouve, hein, pas vous? Allez, jouons un petit peu à la Dreamcast. Ici, j'ai mis Soul Calibur. Alors, allez, je connais absolument pas ce jeu-là, donc je vais prendre n'importe quel perso et me faire latter, certainement. Ou alors bourriner comme un con et gagner. Ça marche aussi souvent dans ces jeux-là. Regardez-moi cette fluidité. C'est beau, c'est très beau. Hein. C'est impressionnant. Donc ça, ce sont les coups de poing, coups de pied, pardon. Comment est-ce qu'on utilise l'épée? Ah, voilà. Parce que c'est quand même un jeu d'épée, bon sang. Oh oh oh, eh ben, je suis pas si mauvais que ça, hein. Super fluide, super agréable. La Dreamcast, ça marche très bien. Alors, j'ai fait Shenmue hors caméra aussi, mais je vous le montre pas parce que la scène d'intro, elle dure des plombes, c'est interminable. Et c'est parfaitement fluide. Et en plus, il n'y a plus les vilains bugs qu'on avait avec Raycast. Parce que là, je suis sur l'émulateur Ray Dream. Hein. Et ça marche super bien. Hein. Franchement, la i7S est très à l'aise pour émuler la Dreamcast. Donc, si vous voulez vous refaire Shenmue avec la mobilité de votre smartphone, c'est désormais chose faite et avec des contrôles qui répondent au quart de poil en plus. Allez, ça suffit la rigolade, la Dreamcast c'est bien gentil, mais quid de la GameCube, bon sang. Ici avec Wind Waker, bien sûr, l'un des meilleurs jeux de la console. Et bien attention, vous êtes prêts? Hop! Admirez-moi ça, c'est beau. Alors c'est pas aussi fluide que sur une GPD Win 2, quand même, faut pas déconner. Il y a quelques petits ralentissements, mais regardez-moi ça, c'est parfaitement jouable. Hein. Vous pouvez vous faire une bonne partie des jeux de la GameCube avec une parfaite jouabilité et une parfaite fluidité. Regardez-moi ça, c'est cool. Hein. Allez, on peut même passer dans l'eau. Hop. Voilà, on va faire tourner un peu la caméra. Aucun problème. On va aller voir Mémé. C'est beau, c'est fluide. Les contrôles répondent bien. Alors, comme j'avais pas de bouton R2 pour faire le bouton Z, je l'ai mis sur Select, ici. Quand on appuie sur les boutons du bas, hein, Start et Select, ça fait une petite vibration, un petit retour haptique, comme ça vous savez que vous avez bien appuyé dessus. Ça vaut pas des vrais boutons, mais c'était une bonne idée de mettre Select et Start sur ce genre de truc. Ça évite de surcharger un peu trop le produit avec plein de petits boutons comme la JXD 5800 le faisait. Donc on garde une certaine élégance tout en ayant pas mal de boutons quand même. Et suffisamment en tout cas pour bien s'amuser sur GameCube. Étonnamment, ça rame un peu plus dans les maisons quand même. Pas de problème non plus avec Metroid Prime, hein, qui est bien fluide. Il y a quelques petits drops de framerate par-ci, par-là, mais compte tenu de la qualité de ce jeu, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Je ne sais plus comment on observe partout. Il faut rester appuyé sur ce bouton, comme ça, hop. Non, c'est bien. Hein. Même, vous voyez, même avec les petits effets et tout de distorsion, pas de souci. On a un jeu qui est fluide et rapide. Donc ça fait déjà 2 jeux GameCube que vous pourrez faire. Alors ne vous réjouissez quand même pas trop vite vis-à-vis de l'émulation GameCube, hein, puisque n'oubliez pas que c'est vraiment la console de l'extrême limite pour la i7S. Super Mario Sunshine, par exemple, n'est pas fluide du tout. Ça rame. Écoutez le son. Le jeu se joue au ralenti, vous voyez. Et en plus, j'ai même pas encore flood. Donc quand il y aura les effets d'eau et tout, ce sera encore pire. Dommage,
Mais voilà, sachez-le, si sur GameCube la plupart des jeux passeront, il y en aura quand même certains, comme Super Mario Sunshine qui a beaucoup d'effets spéciaux, bah, qui vont ramer un petit peu, quoi. On est à la limite. Avant de vous donner mon avis sur cet objet en conclusion, un petit mot rapide sur la petite particularité logicielle de ce téléphone. Ce sont ces petits boutons colorés que vous avez peut-être remarqué qui sont presque tout le temps affichés en haut à gauche des applications tierces quand on lance un jeu ou n'importe quelle autre appli sur le téléphone. Alors, ce petit bouton, en fait, caché ici, voilà, ouvre ce petit menu comme ceci, qui permet de faire un certain nombre de choses, comme par exemple régler la luminosité de l'écran, ou prendre un screenshot, ou des choses comme ça, mais surtout permet de faire un mappage tactile des boutons hardware et des sticks de l'appareil. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, j'ai mappé les 4 boutons ici sur les 4 boutons d'interface ici, et j'ai mis le bouton Start un petit peu plus en dessous, parce que quand on a perdu une partie, pour en relancer une suivante, le bouton se trouve dans cette zone-là. Donc on utilise cette petite interface-là pour faire sa petite popote sur l'écran. Quand on est content, on appuie sur la coche verte ici. Tac. Voilà. Et maintenant, par exemple, si j'appuie sur ce bouton-là, ça va appuyer en fait sur celui-ci. Regardez. Hop. Vous voyez, ça a changé le mode de jeu. Tac. Donc après, je peux choisir quel oiseau je veux juste en appuyant sur cette touche-ci en haut, sans avoir besoin de toucher l'écran, quoi. Bon, alors évidemment, là, c'est juste pour l'interface de Flappy Bird, je vous montre ça parce que c'est visuel, mais l'intérêt, c'est pour les jeux qui ne prennent pas en charge les contrôles hardware, mais qui ont des boutons tactiles, bah, vous pouvez faire votre mappage tactile, et en fait, du coup, grâce à ça, 100% des jeux Android seront compatibles avec les boutons hardware de votre appareil. Donc, c'est quand même fort sympathique. Et je trouve que Much a fait des progrès là-dessus, parce qu'avant, ils avaient un gros pavé, certes transparent, mais qui était quand même bien visible. Maintenant, on a juste ces petits points ici, qui sont certes visibles en permanence. JXD avait résolu ce problème en utilisant un bouton hardware qu'ils avaient rajouté sur l'appareil. Je pense que Mochi préfère essayer d'avoir le moins possible de boutons, il y en a déjà beaucoup sur l'appareil, donc ils ont choisi de faire ça comme ça. Ça va, ça ne manque pas d'une certaine élégance, et c'est quand même vachement pratique. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Et je le fais en vous montrant à quel point Tomb Raider Anniversary sur PSP, avec l'émulateur PPSSPP, est fluide. C'est le gros point fort de cet appareil. Les perfs, en dépit du fait qu'il n'a pas choisi un Snapdragon 800 quelque chose, mais un 700 quelque chose à la place, eh ben, les performances de cet objet sont tout bonnement excellentes. Bon choix de Proco qui permet d'avoir un prix raisonnable et un appareil fort performant néanmoins. Ça n'est pas parfait non plus en termes de perf, parce que par exemple la GameCube, certains jeux passent et d'autres non, mais bon, fallait bien forcément faire un choix à ce niveau-là, donc je vais pas vraiment tenir rigueur de ça. On reste sur le téléphone avec contrôle hardware pour les jeux, le plus puissant du marché à l'heure actuelle, ça c'est sûr. Et même si évidemment avec un Snapdragon 800 on aurait eu certainement une GameCube fluide avec presque tous les jeux, bah on aurait eu un prix de vente nettement plus élevé aussi. C'était un choix du constructeur. Voilà, il a fait ça comme ça. Pour moi, ça ne mérite pas de perdre d'étoiles. Ce qui mérite de perdre des étoiles, c'est de ne pas avoir mis L2 et R2 sur la console. Il y avait largement la place de les mettre, et en plus de ça, JXD l'avait fait sur sa 5800 des années auparavant. Pourquoi ne pas les avoir mis sur ce produit-là? Ça, c'est vraiment un oubli incompréhensible. Il n'y a même pas moyen de créer des boutons virtuels tactiles. Bon, avec les émulateurs, si, on peut toujours. Mais avec les jeux Android, certains jeux, bah, on est feinté. On peut pas jouer à Oddworld, New and Tasty, parce qu'il nous manque les boutons L2 et R2. C'est quand même franchement couillon. Il aurait suffi de mettre deux boutons à gauche et à droite, là, de ceux-là. Hein. On ne demandait pas de les avoir les uns au-dessus des autres. Non, je suis un petit peu déçu. La croix directionnelle aussi est un petit peu sensible, donc pour moi, si cet appareil mérite de perdre des points, c'est sur ses contrôles hardware, ce qui est quand même un petit peu ballot, parce que c'était le point fort de cet appareil d'avoir des contrôles hardware. Ils sont pas allés jusqu'au bout du concept, et pour ça, moi, je vais enlever une étoile. Pas plus, parce que, en dépit de ces petits oublis, qui sont pas si graves que ça, on est quand même sur un appareil qui est franchement performant, et sur lequel on peut vraiment s'éclater avec des centaines, voire des milliers, voire même si vous jouez à des jeux encore plus rétro, des centaines de milliers de jeux, et ça franchement, c'est juste génial. Si vous faites abstraction, évidemment, du fait aussi que vous allez avoir un très grand smartphone qui n'est pas vraiment très pratique pour téléphoner, si vous êtes plutôt du genre à utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, par exemple, ça peut être un appareil pour vous.
une fois que vous aurez réussi à pardonner l'oubli un peu ballot des boutons L2 et R2. Et bien voilà, c'était le test de ce i7S de chez Mochi. Est-ce que ce smartphone parviendra à casser la malédiction des smartphones manettes de jeu? Je ne suis pas sûr personnellement. Il y a encore quelques petites contrariétés qui pourront être certainement améliorées dans un prochain modèle. Celui-ci est déjà pas mal, certes, mais je le réserverai vraiment aux gens qui veulent davantage une console et un peu moins un smartphone quand même. J'espère que cette vidéo vous aura en tout cas beaucoup plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!